Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Déjà, j'aimerais bien remercier aux organisatrices pour cette opportunité. C'est une très bonne idée de faire une conférence qui réunisse tous ceux qui sont intéressés par la variation dans les langues romanes en général et plus spécifiquement en portugais. Et puis voilà, je vais en quelque sorte continuer donc la présentation de Léo parce que donc lui il a parlé donc des voyelles nasales. Il y a quelque chose, il y a des points je pense qui vont revenir dans ma présentation et puis après moi j'essaye en quelque sorte de me concentrer sur sur la diphtongaison des voyelles nasales. Donc ben, voilà, on commence. Donc, avant tout, donc juste une très brève introduction pour parler du fait que, bien évidemment, les langues naturelles, elles sont sujettes à la variation. Ce qui n'est pas forcément pris en compte par les formalisations en linguistique théorique, parce qu'on voit très souvent des formalisations qui écartent la variation. Et du coup, tout ce qui n'entre pas dans la formalisation, ça, c'est écarté. Ça, soit c'est, on va dire que c'est dialectal, socialectal, ou bien c'est tout simplement une exception. Et pourtant, la variation dialectale, au même titre que la comparaison qu'on fait souvent avec d'autres langues, ça peut très bien aider à mieux comprendre le système d'une langue. Et donc, c'est ça ce que je vais essayer de faire ici. Donc, je ne vais pas étudier uniquement la diphtongaison des voyelles nasales, mais j'essaye justement de trouver une place pour la diphtongaison des voyelles nasales lexicales dans un cadre théorique formel. Donc voilà, j'étudie ça avec des données retirées du corpus de l'ALEPG, donc le projet du Atlas Linguístico Etnográfico du Portugal et de la Galize. Et le but, c'est de mieux formaliser la structure syllabique des noyaux nasales du portugais. Donc là, je pense que je peux passer un peu plus vite. En gros, vous savez, le portugais, il a 5 voyelles nasales. Donc le in de tinta, en de tenda, un comme dans manto, comme dans mundo, on comme dans conte. Et il compte aussi 4 diphtongues nasales lexicales. Donc là, il y a une 5e, le en, qu'on trouve en fin de mot, sauf que lui, c'est la réalisation diphtonguée de la voyelle nasale en, donc de la voyelle nasale moyenne intérieure. Donc pour les diphtongues nasales lexicales, on trouve un comme dans main, un comme dans mão, on comme dans leões et un dans muito. Et ben, dans l'analyse traditionnelle qu'on fait des noyaux nasales, on propose le plus souvent donc, que les voyelles nasales sont une suite VN, comme Léo l'a montré tout à l'heure. Donc, une suite VN où la nasale, c'est une nasale sous-spécifiée associée à la position de coda. Donc, voilà un schéma pour cette analyse de voyelles nasales où la nasalité, elle se trouve dans la coda syllabique. Et puis pour les diphtongues nasales, très souvent, donc dans ce que j'appelle cette analyse traditionnelle, ce qu'on trouve, c'est que, comme Léo l'a montré très bien aussi, c'est qu'on propose que la voyelle, la diphtongue nasale finale est une suite VN plus V. Donc, ces diphtongues, elles seraient toujours obtenues par dérivation. Et ce dernier V, ce serait, qui devient le glide, en fait, il s'agit d'une voyelle thématique. Donc là, c'est quelque chose qui a été proposé par Bizot en 2013. Donc, on voit que... voilà. Donc, on voit ici la nasale qui n'est pas associée, donc la nasale sous-spécifiée qui n'est pas associée, qui cède la place à la voyelle thématique, donc la voyelle thématique qui s'associe à la position de coda. Et puis ensuite, cette nasale qui n'était pas associée, elle s'associe directement à la rime et en s'associant à la rime, elle nasalise toute la rime. Donc à la fois la voyelle du noyau et le glide qui est maintenant dans le coda.
Donc ça, c'est l'analyse traditionnelle qui est problématique, comme Léo il a dit, parce que bon, là, le N, il est associé à la rime, donc on essaye en quelque sorte d'éviter le problème de la rime super lourde du portugais, mais en théorie, VN plus V, c'est pas, c'est moins intéressant que ce qu'en tout cas j'essayerai de vous proposer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que d'après cette analyse traditionnelle, les voyelles et les diphtongues nasales, elles forment des syllabes fermées, tout comme les diphtongues orales. Donc, donc pour les diphtongues orales, les glides, ils sont aussi dans la coda. Et c'est pareil aussi avec donc, les syllabes fermées, que ce soit par le, par re ou par se. Donc là, je mets l'archiphonème donc pour rendre compte des prononciations en tant que consonne ou en tant qu'approximante pour le, toutes les possibilités pour le se, etc. Sauf que moi je trouve qu'il y a un problème avec ça. Ça cache le fait que les éléments post-vocaliques du portugais, ils ne sont pas tous pareils. Ils peuvent être regroupés de différentes façons, en fait, selon leur comportement. Du coup, si on regarde un peu, donc ici on a les glides, les diphtongues, ici on va avoir, bon, j'ai mis N pour nasalisation, mais bon, disons, on va avoir l'élément nasal, la consonne latérale, la rhotique, et puis en fait, ici, c'est juste que j'ai décidé de splitter le S final, le SE final en deux, pour rendre compte du fait que ce en coda, la plupart du temps, c'est juste une consonne qui forme une syllabe légère. Mais il existe quand même quelques cas où la syllabe n'est pas légère, comme dans capaz, rapaz, etc. Et c'est bien possible en fait qu'il ne s'agisse pas du même élément chronologiquement. Donc c'était juste pour rendre ça clair. Donc quand on regarde ces segments, on voit que à l'exception du se qui forme une syllabe légère, donc déjà normalement le morphème de pluriel forme une syllabe légère. Donc à l'exception de lui, tous les autres éléments vont former une syllabe lourde avec la voyelle précédente. Par contre, il y a quelque chose où on va exclure de notre regroupement re et ze aussi. Pourquoi? Eh bien parce que les glides des diphtongues, le ne et le, ils ne sont pas resyllabifiés en sandhi externe, alors que les autres segments le sont. Et puis, en portugais européen, il y a, vous le savez bien, cette question de la réduction vocalique en syllabe atone. Et ben, cette réduction vocalique, elle n'a pas lieu si la syllabe, elle contient soit une diphtongue, soit une voyelle diphtongue nasale, ou bien une syllabe où il y a un le. Alors que re ne va pas empêcher la réduction vocalique, ze non plus. Okay, donc on peut avoir un regroupement de quelques éléments qui, en fait, semblent être plus soudés avec la voyelle qui précède. Donc là, je vous donne quelques exemples de réduction vocalique. Donc, on peut prendre une syllabe, une rime simple, donc peso. Donc avec la voyelle, donc à chaque fois, d'une part, la voyelle accentuée et puis d'autre part, la voyelle non accentuée. Donc peso, pesado. Avec ce, coste, custeiro. Avec re, carta, carteiro. Donc là, nous voyons trois rimes où la voyelle subit une réduction vocalique. Et par contre, s'il s'agit d'une voyelle nasale, il n'y a pas de réduction vocalique. Donc, quente, requentado, sol, solstício, causa, causar. Donc, en fait, la nasalité, la latérale et puis le glide des diphtongues protègent la voyelle du noyau de la réduction vocalique. Raison pour laquelle je trouve qu'il est intéressant de pouvoir caser ces trois éléments-là ensemble et les séparer des codas qui ne protègent pas le noyau vocalique. Oui,
Oui, donc Léo aussi, il a parlé de la question du poids syllabique. Donc oui, ça aussi, c'est quelque chose d'important dans le sens où nous avons, dans ce cas-là, en portugais, les deux premières, donc les syllabes ouvertes et les syllabes fermées par ce, qui forment des syllabes légères, et puis les syllabes fermées par re, par la nasalité, bon, fermée, où il y a re, où il y a de la nasalité en le, ou bien le glide d'une diphtongue. Là, nous avons des syllabes qui sont lourdes et qui attirent l'accent du coup. Donc, je vous ai présenté les voyelles lexicales les voyelles nasales lexicales du portugais, les diphtongues nasales lexicales du portugais, mais il faut savoir qu'il y a une question à propos de la distribution de ces éléments selon la position syllabique, parce que on voit bien que les voyelles nasales, elles existent partout, oui, par contre, elles sont moins nombreuses en position non finale, notamment par exemple O en position oui, elles sont plus nombreuses en position non finale. Donc, on voit par exemple que O nasal, il est extrêmement rare en position finale non accentuée. D'ailleurs, en portugais au Brésil, ça existe. En Portugal, ça n'existe pas. D'accord? Donc, par exemple, des mots d'emprunt comme ion, etc., ça va être rendu différemment en portugais européen. Ça devient ion avec une diphtongue nasale. Donc, à la fin, une diphtongue, un O nasal post-tonique en portugais européen, ça n'existe pas. Okay? Donc, en fait, à la fin, on a une distribution qui n'est pas tout à fait complémentaire, mais ça fait quand même penser à ça. Donc, voyelles orales, elles existent partout, mais surtout en position non finale. Et puis, on sait très bien que les voyelles nasales, elles existent quasi exclusivement en position non finale. OK? Et pourquoi ça? Bon, déjà, on sait que historiquement, le contexte qui a créé des voyelles nasales en fin de mot est plus restreint que celui qui a créé des diphtongues nasales. Donc, quand on avait une consonne nasale entre deux voyelles en fin de mot, ça pouvait donner soit une voyelle nasale, soit une diphtongue nasale. Donc là, on peut avoir les deux. Par exemple, lana donne le, mais mano donne mão. Donc là, on a un contexte qui peut donner diphtongue nasale finale. Et puis, quand on avait une voyelle nasale une voyelle suivie d'une consonne nasale qui était en coda, et ben, dans ce cas-là, en portugais, le résultat n'est pas une voyelle nasale, c'est une diphtongue nasale. Donc, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que on a vu la vocalisation de cette consonne nasale en position finale. Donc, on a par exemple pane, le « et » il est perdu assez tôt dans l'évolution, et donc on a pan qui donne pain. Donc, on revient on sort de la partie historique, on revient à la synchronie. On voit qu'en termes de fréquence relative, on voit que les voyelles nasales, elles ont lieu donc ça, c'est un corpus de portugais européen. Et on voit que dans ce corpus, la fréquence de voyelles nasales en position non finale, c'est un peu plus de 75%, et puis en position finale, un peu moins de 35%. Alors que pour les diphtongues nasales, elles existent donc, dans ce corpus donc, qui prend en compte la fréquence des syllabes dans le corpus. Donc, ce n'est pas quelque chose par rapport à combien de mots il existe où il y a des diphtongues nasales non finales, parce que ça, il y en a vraiment très peu, comme on va voir. Mais comme on a une diphtongue nasale non finale dans le mot muito et que le mot muito est très fréquent, ça augmente quand même la fréquence des nasales non finales, des diphtongues nasales non finales. Donc, on voit 11,78%. Et à mon avis, en fait, c'est parce que c'est tout simplement parce que muito est très fréquent. Mais quand même, on voit un bon écart entre les diphtongues en position non finale, seulement moins de 12%, et celles en position en position finale, où on a 88%.
Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ces diphtongues nasales non finales, donc lexicales, eh ben, elles existent uniquement dans une dizaine de mots, donc, dont celles qui sont les plus connues sont coimbra et muito. Il y a le mot zimbo aussi, mais à vrai dire, je ne l'avais jamais entendu avant, je ne l'ai jamais utilisé. Et, et puis, à cause de ça, du fait qu'elle soit vraiment très rare, ces diphtongues nasales lexicales non finales, elles sont tout simplement d'habitude traitées comme des exceptions. Et par conséquent, elles sont laissées de côté par l'analyse traditionnelle des noyaux nasales. Okay, donc, il n'y en a presque pas. On ne sait pas quoi faire de ça de toute façon parce qu'en plus, dans l'analyse traditionnelle, on avait vu une voyelle nasale, une diphtongue nasale, c'est une suite VN, V, sachant que le V, c'est une voyelle thématique. Or, là, il n'y a pas de voyelle thématique. Qu'est-ce qu'on fait pour créer notre diphtongue nasale? Eh bien, on ne fait rien, on laisse ça de côté parce que c'est une exception, il y en a très peu, on ne fait rien. Mais ce que je vais argumenter justement, c'est que en fait, leur existence et leur formation, donc ces quelques mots où il y a une diphtongue nasale interne, le fait même qu'ils existent, même s'ils ne sont pas beaucoup, et le fait étudier la façon comment ils sont créés, ça peut nous éclairer à propos de la structure des noyaux nasales en général. Donc, on passe à la deuxième partie. Là, on va parler justement de la diphtongaison des voyelles nasales lexicales. Donc, on a vu qu'en portugais, il y a des voyelles nasales lexicales, il y a des diphtongues nasales lexicales. Là, on va écarter les diphtongues lexicales. On prend les voyelles comme un, on, et ça peut diphtonguer. Donc, c'est de ça que je vais parler maintenant. Donc, encore une fois, les données sont extraites de l'Atlas Linguístico Etnográfico du Portugal et de Galiza. Un projet qui est encore en cours au sein du Centre de linguistique de l'Université de Lisbonne. Et puis, juste quelque chose qu'il ne faut pas que j'oublie de dire, c'est que ces données, je les ai traitées je les ai obtenues en 2014. Donc, depuis, il est possible que dans leur corpus, il y ait d'autres données des diphtongaisons. C'est juste que moi, je n'ai plus eu accès depuis. Mais en tout cas, qu'est-ce que ces données, elles montrent? Eh bien, elles montrent que les voyelles nasales lexicales, elles peuvent avoir une réalisation diphtonguée, à la fois en position finale, donc par exemple dans un mot comme manhã, prononcé manhã, ou bien en position finale, un mot comme canto, prononcé canto. J'ai retrouvé presque 2000 attestations de ces voyelles nasales diphtonguées, ce qui est bien évidemment marginal par rapport aux attestations non diphtonguées. Donc, ce n'est pas parce que dans une région, dans un point spécifique, j'ai trouvé un mot avec une prononciation, une voyelle prononcée comme une diphtongue, ça ne veut pas dire que la voyelle prononcée de façon non diphtonguée, ça n'existe pas. Ça existe, donc c'est très marginal. Mais je trouve que c'est quand même important d'aller regarder ces attestations pour l'étude des noyaux nasales du portugais européen. Donc, en parlant maintenant à propos de ces données, donc de 1197 attestations de voyelles diphtonguées, il y en a 56% en contexte final. Donc, 56% de ces diphtongaisons, elles ont lieu en contexte final, donc les voyelles nasales finales qui diphtonguent. 43%, presque 44%, c'est un contexte non final, sachant que la voyelle in est la voyelle qui diphtongue le plus dans les deux contextes. Donc, on voit à la fois ici un contexte final. Vous avez en rouge la voyelle A, donc le A nasal, 1, en vert le in nasal et en bleu le on nasal. Sachant que pour le on, il y a beaucoup moins déjà d'attestations de voyelles nasales en général dans le corpus. Ensuite, ici, juste pour vous donner une idée, donc à quoi ça ressemble un rapport qu'on peut extraire de cette base de données, de ce corpus de la LPG. Donc, vous avez ici tout un tas d'informations à propos du champ lexical du mot, etc. Là, il s'agissait du mot rein. Donc, on peut voir qu'à Brague, rein
a été attesté avec une prononciation diphtonguée et parfois il y a des gens qui disent par contre ça existe mais c'est une façon ancienne de parler, donc c'est quelque chose que apparemment la personne ne le fait plus. Dans cette partie-là, mais on voit qu'au pluriel aussi, on a Hans, et là, par contre, on n'a pas d'observation. Donc, est-ce que je ne pense pas qu'à chaque fois où ça apparaisse, il y a une observation. Je pense que même le plus souvent, il n'y en a pas. Donc, c'est que le mot, il doit être encore d'actualité. La prononciation, elle doit être encore d'actualité. Donc, par rapport aux données, comme j'avais dit, 2000 attestations, ce n'est pas énorme et c'est un peu éparpillé partout au Portugal. Donc, en fonction du nombre de diphtongaisons et types de diphtongaisons, j'ai fait des regroupements. En essayant de faire un compromis entre la division en districts de la LPG. Donc, à chaque fois où vous voyez les frontières, vous voyez des frontières entre les districts, les différents districts au Portugal. Et ces regroupements que j'ai faits, ça suit un peu celui qui avait été effectué par Boleu et Silva en 1974. Donc, en gros, vous avez ici, vous avez Entre Douro et Minho. Là, en vert, vous avez Trás-os-Montes. Ici, c'est Beira Litoral. Là, c'est la Beira Alta, Beira Baixa, Extremadura Ribatejo et enfin Alentejo Algarve. Donc maintenant, on va voir rapidement cette question de ce qui se passe un peu régionalement. Donc, première chose, là, on voit par rapport à diphtongaison en contexte final ou non final, on voit que déjà, on voit que ici, donc dans cette région, les diphtongaisons se font majoritairement en position finale. Ensuite, là, il y a un peu plus en finale que non finale, mais pour le reste, c'est quand même assez équilibré. Une petite remarque quand même pour Entre Douro et Minho, où on voit quand même plus de diphtongaisons en contexte non final qu'en contexte final, donc Entre Douro et Minho dans le nord-ouest. Ensuite, par rapport à quelle voyelle diphtongue, ça varie d'une région à l'autre. Donc, dans certaines régions, donc ici dans la Beira Alta, par exemple, c'est l'endroit où on a le plus de diphtongaisons de la voyelle nasale E. Ensuite, ici aussi, dans Beira Baixa, et encore à Trás-os-Montes, dans le nord, c'est encore E qui diphtongue le plus, mais on voit dans les autres endroits que la voyelle qui diphtongue le plus est le A nasal, et pas le E nasal. Pardon, j'ai oublié de préciser que là, du coup, comme je me concentre plutôt sur les voyelles nasales non finales, sur les diphtongues nasales non finales, donc là, je commence à parler plutôt des diphtongaisons en contexte non final. OK. Alors, dernier petit tableau, c'est le pourcentage de glide antérieur ou postérieur en position non finale selon les régions. Donc, on voit que le glide antérieur, il est majoritaire dans quasiment toutes les régions, mis à part Entre Douro et Minho, donc dans le nord-ouest du Portugal. Alors, je pense que vous aviez envie de voir un peu ça aussi. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous montrer trop de... 2 minutes, Eglin. 2 minutes, ok. D'accord, donc qu'est-ce que c'est que cette diphtongaison? Donc nous avons par exemple des prononciations comme camba ou caimba, tangerine, tempo, tempo, penso, penso, lontra, loimbo. Et la plupart du temps, les glides, ils sont homorganiques. Et quand il n'y a pas d'homorganicité, le glide, par défaut, est antérieur. Ce qui rappelle drôlement les très peu de mots où on a des diphtongues nasales non finales, comme Krainreizimbo. Alors, je vais un peu sauter ça, mais en gros, l'origine même de la diphtongue nasale de ces mots, qui est un peu controverse, pouvait être apparemment, c'est une diphtongaison.
Donc, c'est intéressant de relier ça, ces quelques mots qui diphtonguent en portugais européen, quand il n'y a pas d'homorganicité, on finit avec un glide antérieur, exactement de la même façon qu'on a ça dans Coimbra et Zimbo. Ok, je vais faire ça très vite. Donc, moi, je voulais savoir pourquoi est-ce que les voyelles nasales, elles sont aussi rares, les diphtongues nasales sont aussi rares en position non finale. Est-ce qu'on peut faire une analyse unifiée des voix des noyaux nasales et est-ce qu'on peut motiver la différence entre les différentes codas à travers la structure syllabique? Eh bien, moi, je vous dis que oui. Donc, d'une part, je sépare les rimes où on a un re final ou un the final, donc ce qui est lourd, parce qu'ils empêchent la résyllabation, pardon, il y a une résyllabation en scindie externe, il y a une épenthèse avant ce au pluriel, ils n'empêchent pas la réduction vocalique, donc eux, on va dire qu'ils sont tout simplement dans l'attaque d'un noyau vide. Donc ça, ces consonnes en coda, les vrais codas, elles sont dans une attaque de noyau vide, alors que les autres, c'est-à-dire les diphtongues orales, les voyelles nasales et les diphtongues nasales, eh bien, c'est tout l'inverse. Et pourquoi c'est l'inverse? Eh bien, parce que l'élément, que ce soit le glide ou la nasalité, il se trouve non pas dans une attaque à noyau vide, elle se trouve bien dans le noyau. Donc ici, j'ai mis rime, mais en fait, ce que je veux dire ici, c'est ça, c'est un vrai noyau complexe. Donc ça, c'est une diphtongue, ça, c'est une voyelle nasale, et là, nous avons une diphtongue nasale. Donc, la différence entre une voyelle et une diphtongue nasale, structurellement, il n'y en a pas. Structurellement, tous ces objets sont des rimes complexes. Et après, le comportement de le, il est ambigu, et même au portugais européen, donc à se demander s'il ne serait pas aussi un cours de nucléarisation en portugais européen. On sait qu'au Brésil, c'est déjà le cas. Donc, pour ma deuxième question, est-ce que c'est possible de faire une analyse unifiée pour les voyelles et diphtongues nasales? D'après ce que je viens de vous montrer, oui, parce que voyelles et diphtongues nasales, finales ou non finales, tout ça, en gros, ça a une même structure syllabique qui est la même que celle d'une diphtongue orale. Enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de diphtongues nasales en position non finale? Eh bien, tout seul, l'élément nasal, il est instable. Quand il est en position finale, la voyelle nasale, elle va avoir une plus grande tendance à diphtonguer. Donc, soit le glide, c'est un élément qui se propage depuis la voyelle, soit il y a un élément I qui apparaît par défaut. Et sinon, en position interne, l'élément nasal, il peut se stabiliser grâce au partage de traits qui vient de la consonne qui se trouve à sa droite, ce qui normalement va inhiber la diphtongaison de la voyelle nasale. Sauf que ça inhibe sans pour autant l'en empêcher, comme on vient de voir dans les exemples de diphtongaison, donc campo, tempo, tempo, etc. Donc voilà ma représentation donc pour une voyelle nasale interne. Donc nous avons l'élément nasal qui se trouve, et comme Léo le propose, au deuxième au deuxième slot, sauf que pour moi ce n'est pas un élément consonantique, mais c'est bien dans la rime et c'est un élément vocalique. Donc, moi, je pense que c'est juste que le me qu'on peut avoir entre les deux, c'est quelque chose qui peut venir du partage de l'élément de la consonne suivante, mais ça reste une voyelle nasale. Et puis, en fait, plutôt que d'avoir le partage qui vient de la consonne qui suit, on peut avoir un élément qui est inséré ou bien un élément qui vient de la voyelle, et puis on finit avec une diphtongue nasale. D'accord? Donc, un mot comme cumb, prononcé cumb, et ben, ça va avoir la même structure que la diphtongue nasale lexicale de Zimbo. Puis j'arrive à mes conclusions. Donc, les diphtongues nasales internes sont rares pour diverses raisons. Donc, historiquement, il n'y avait pas vraiment le contexte pour les former. Et puis, la question de la stabilité de la nasale en position interne grâce au trait de la consonne qui suit. Mais en gros, la structure des voyelles nasales internes n'a rien d'exceptionnel. Il s'agit tout simplement d'un noyau complexe comme tous les autres noyaux nasales du portugais. Et donc, elles peuvent très bien être intégrées
sans problème dans l'analyse formelle, au lieu d'être écarté en disant qu'il s'agit juste d'exception. Et voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et désolée si j'ai dépassé un peu le temps. Merci beaucoup, Egline. Nous allons pouvoir commencer la discussion. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces présentations très, très intéressantes.